messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République en Égypte pour prendre part au 27e sommet des dirigeants mondiaux de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, et ce sur invitation de son frère Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte. Le président de la République a reçu le ministre nigérian des Affaires étrangères et le ministre nigérien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous les écouterons tout à l'heure. Et ouverture demain à Sharm el-Sheikh de la COP27, 40 000 personnes, dont plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement au chevet de l'environnement. À l'instar du reste du monde, l'Algérie tente de relever les défis climatiques. Les détails dans cette édition. L'économie marocaine enregistre un taux d'inflation record de 8,3%. La hausse des prix touche tous les secteurs, notamment les produits alimentaires, des indices expliquant la précarité que vit la population. On vous emmène dans notre journal à la Casbah d'Alger, bastion de la résistance durant la révolution algérienne. Son architecture particulière a permis de protéger les révolutionnaires. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé cet après-midi à Sharm el-Sheikh pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ce à l'invitation de son frère Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Je vous disais donc, sur invitation de son frère Abdel Fattah al-Sisi, le président d'Égypte, le président de la République avait quitté Alger dans la matinée à destination de Sharm el-Sheikh pour prendre part au sommet des dirigeants mondiaux de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. À l'aéroport international Ouali Boumedienne, le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le général d'armée et chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengueleha et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Voilà, donc le président prendra part à la COP27 où plus de 40 000 personnes attendues à Sharm el-Sheikh en Égypte pour discuter environnement. 120 chefs d'État et de gouvernement également seront réunis à l'occasion d'un événement majeur. Au vu des défis cruciaux qui attendent les pays, ces derniers font face à des bouleversements climatiques qui menacent leur sécurité alimentaire et hydrique. L'Algérie, qui n'est pas en reste, tente d'y faire face. De résultats, c'est toute la question.
Un réchauffement global à maintenir sous la barre de 2 degrés, c'est possible si les décisions prises lors des dernières rencontres avaient été mises en œuvre, notamment par les pays industrialisés, voire pollueurs. La différence cette fois est que la rencontre de Sharm el-Sheikh prépare le premier bilan mondial de 2023 qui évaluera les engagements pris lors de la conférence de Paris. La COP27, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à laquelle participent 200 pays, intervient cette année dans un contexte géopolitique particulier marqué par les conflits, notamment russo-ukrainiens, et des crises, en l'occurrence celle de l'énergie. Pour le secrétaire général de l'ONU, cette rencontre doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse, maintenant et pendant cette décennie qui décidera si le combat pour le climat est gagné ou perdu. Il est question de rappeler les engagements jusque-là non tenus des États signataires au vu des politiques menées jusque-là et qui vont à l'encontre des accords signés lors des dernières conférences. Il s'agira également d'activer les recommandations des accords de Glasgow en 2021. En 2016, l'Algérie a ratifié l'accord de Paris sur le climat et a 5 ans plus tard adopté le plan national sur le climat 2020-2030 dont l'objectif est de réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre, un taux qui pourrait atteindre 22% d'ici 2030 si l'Algérie arrive à bénéficier de l'aide financière nécessaire pour les grands projets visant à s'adapter au changement climatique. L'Algérie, qui réaffirme son engagement à soutenir les efforts mondiaux visant à y faire face, compte, à travers son programme d'énergie renouvelable, se positionner comme un acteur majeur de la production de l'électricité à partir des filières du photovoltaïque. L'État a également affiché ses ambitions quant à la production de l'hydrogène vert à des prix très compétitifs. Plusieurs partenariats ont été signés à cet effet. D'autres actions ont été initiées, à l'instar de la relance du barrage vert et la plantation de 17 millions d'arbustes à l'horizon 2025. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se réuniront demain et mardi en Égypte pour tenter de se mettre d'accord sur des solutions et d'engager des politiques pour limiter le réchauffement climatique. Ils sont aussi attendus sur la promesse financière faite aux pays du Sud pour réduire leurs émissions et se préparer aux impacts climatiques. De nombreux États ONG et observateurs espèrent à juste titre que la tenue dans un pays africain de ce sommet va améliorer la visibilité des demandes prioritaires de la société civile et des États africains. Dans l'actualité, le président de la République a reçu au salon d'honneur de l'aéroport Ouali Boumediene le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mdalla Mamra, du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à écouter le ministre nigérian des Affaires étrangères. Je viens d'être reçu par Monsieur le Président et c'était un grand honneur et j'ai transmis bien sûr les salutations du président Muhammadu Buhari à son frère et je lui ai aussi donné un compte rendu des discussions que j'ai eues hier avec mon frère et homologue, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, la Mamra. Et en effet, nous avons souligné les liens entre les deux pays, le Nigeria et l'Algérie, deux pays frères très proches, et les domaines où nous sommes en train de coopérer et puis ce que nous sommes en train aussi de faire pour rehausser les relations entre nos deux pays, surtout sur le plan économique. Et puis, il y a qu'hier que nous avions inauguré un conseil de business Nigeria-Algérie pour vraiment encourager nos secteurs économiques de coopérer et puis pour vraiment mettre beaucoup plus l'accent sur cette relation économique. Au plan politique, comme toujours, il y a eu toujours de très très bonne coopération en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, au Mali. Nous sommes en train de coopérer avec l'Algérie, le plan de l'Union africaine et aussi globalement au niveau des Nations Unies. Aussi, il y a cette forte coopération entre nos deux pays et
Et puis aussi, nous avons de grands projets pour rapprocher aussi encore nos deux pays. Il y a le gazoduc Trans-Sahara, il y a aussi la route Trans-Sahara et aussi une fibre optique Trans-Sahara. Et Monsieur le Président a aussi parlé d'éventuellement un rail Trans-Sahara de l'Algérie jusqu'au Nigeria. Donc, ces infrastructures sont aussi des éléments très importants pour renforcer cette coopération pour nos deux pays. Et l'accent a été mis aussi sur le fait que nos deux pays, l'Algérie et le Nigeria, doivent aussi jouer le rôle, continuer de jouer le rôle de piliers pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique et aussi pour la promotion de l'intégration de l'Afrique, le panafricanisme. Donc, c'était vraiment d'excellentes discussions et nous espérons que très bientôt, dans le cadre de la commission binationale, l'Algérie-Nigeria, que le président algérien se rendra bientôt au Nigeria. Et le président de la République a reçu à Alger le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de la République du Niger, Kassoum Maman Mokhtar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Mamra, et du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et de Regani Abdullah, conseiller auprès de la présidence du Niger du côté nigérien. Et on écoute le ministre nigérien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je suis porteur d'un message du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, au président de la République démocratique et populaire de l'Algérie, son Excellence Mohamed Abdelmajid Tebboune, dans le cadre du sommet sur l'industrialisation de l'Afrique que le Niger, qui se tiendra à Niamey le 25 novembre prochain, Inch'Allah. J'ai également transmis les messages de salutation fraternelle, les vœux du président de la République, Mohamed Bazoum, à son frère, le président Tebboune. Le président m'a chargé de lui transmettre toute sa reconnaissance et la reconnaissance du peuple du Niger quant au soutien et aux excellents rapports qui caractérisent la coopération entre l'Algérie et le Niger, une vieille coopération depuis 1964. Je vous remercie. Et cette déclaration du ministre de l'Énergie et des Mines qui a révélé que les entrées de l'Algérie en hydrocarbures devraient atteindre les 5 milliards de dollars vers la fin de l'année. Mohamed Arqab était écouté ce matin par la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale. Il a été question notamment des dispositions de la loi de finances 2023. Investissement vous présente ce soir cet exemple réussi de partenariat entre la Sonatrach et une entreprise du Sultanat d'Oman. Le complexe de transformation d'ammoniac à Arzieu, d'une capacité de 2,4 millions de tonnes par an. L'usine exporte une importante partie et couvre le besoin du secteur de l'agriculture. Raouf Hamouch. Niveau du grand complexe pétrochimique relevant de la société Al-Jazairiyya Al-Oumaniya Lil Asmida, située à Arzieu, cette méga structure mise en service en 2015 produit de l'ammoniac et de l'urée, avec pour capacité de production de l'ordre de 2,4 millions de tonnes par an. L'urée est une matière première utilisée en agriculture comme engrais azoté. Quant à l'ammoniac que nous produisons ici, nous l'utilisons également comme matière première pour obtenir de l'urée.
Fruit d'un partenariat entre le groupe Sonatrach et un groupe du Sultanat d'Oman activant dans le même secteur, ce complexe composé de 4 unités comprend 2 lignes de production générant 550 postes d'emploi directs et 1000 emplois indirects. Une main-d'œuvre technique hautement qualifiée. Nous produisons 2,4 millions de tonnes d'urée, dont 95% de la production est destinée à l'exportation. La production de l'ammoniac est quant à elle entièrement destinée à l'exportation, pouvant cependant alimenter le marché local selon la demande. Nous avons instauré une politique claire. C'est nous qui formons la main-d'œuvre issue de l'Institut IAP du groupe Sonatrach. Objectif, remplacer les ingénieurs étrangers par des compétences nationales. Le complexe se distingue également par un process fonctionnant dans le respect des normes en termes de protection de l'environnement. Sa mise en service s'inscrit dans le cadre du développement et de la diversification de l'investissement dans le secteur énergétique national. À propos d'environnement, préserver le couvert végétal est primordial, le réhabiliter l'est tout autant. Une importante campagne nationale de reboisement est en cours et elle touche tous les wilayas du pays en impliquant plusieurs acteurs de la société. Exemple à Souqahara, où l'on tente de replanter les milliers d'hectares ravagés par les feux. Rida Tibelmassine, Majda Tchmoun. Ils étaient des centaines, petits et grands, ont répondu à l'appel. Ils se sont rendus à Zarouria pour participer à la plus grande opération de reboisement initiée depuis les incendies du mois d'août dans cette wilaya. Objectif, redonner vie à plus de 3000 hectares de terre brûlée. Tout le monde a pris part à cette grande opération de reboisement. Des écoliers, des universitaires, des associations, des cadres au niveau de la wilaya. C'est un plaisir de voir tout ce monde impliqué dans cette vaste opération. Des civils, mais aussi des éléments de l'armée nationale populaire, tous volontaires, afin de faire renaître ces forêts de leurs cendres en plantant des dizaines de milliers d'arbustes de diverses espèces d'ici la fin de la campagne. Cette région a été dévastée par les incendies. Le couvert végétal, comme vous pouvez le voir, est parti en fumée. Le défi à relever aujourd'hui est de le reconstituer, ce qui ne peut se faire sans la conjugaison des efforts de toutes les catégories de la société. Cette mobilisation, vous pouvez la constater aujourd'hui afin de reboiser cette zone montagneuse qui était considérée avant comme le poumon de la wilaya. Sur ces bancs, il y avait aussi des enfants venus directement de leur classe pour contribuer à cette grande campagne de reboisement. En août dernier, tout a été brûlé. On veut aider à replanter ce qui a été détruit par les flammes. Nous avons pris part à cette initiative pour redonner vie à ces terres touchées par les derniers incendies. Des opérations de volontariat du même genre sont programmées jusqu'au printemps pour accompagner le processus de régénération naturelle des couverts végétaux et forestiers. On poursuit dans le thème de l'écologie avec les clubs verts. À l'honneur à la Maison de l'Environnement de Boumerdès, la rencontre nationale s'est clôturée hier, a englobé 37 participants de plusieurs wilayas. Ils y ont présenté leurs projets innovants dans l'environnement, notamment en matière de recyclage. Samia Bouharour s'y est rendu au reportage. Une échappée belle pour ces petits écolos dans cet espace où divers projets environnementaux sont présentés lors de cette rencontre nationale des clubs verts à Boumerdès. Nous avons reçu 37 wilayas. La thématique principale de cette édition, les dernières innovations concernant le domaine du recyclage. Des maquettes de projets environnementaux relatifs, entre autres, aux énergies renouvelables, à l'agriculture et à l'élevage ont été exposés à l'exemple de ces panneaux solaires pivotants. Notre invention Solar Tracking, au niveau de notre club scientifique à l'université de Boumerdès. Ce panneau solaire pivotant qui exploite l'énergie solaire à 100%. Un système doté d'une carte mère qui peut fonctionner via Internet. À l'origine de ces initiatives, des jeunes qui sont de plus en plus engagés en faveur de la nature, avec des idées innovantes, à l'exemple de ce projet lancé à El Khroub dans la wilaya de Constantine, qui a bénéficié d'un financement de l'ONU et l'Union européenne sur les méthodes de gestion des déchets ménagers. On a pu installer tout un système de tri sélectif dans 4 quartiers pilotes à Al Khroub. Nous avons formé 15 porteurs de projets.
dont 3 qui ont pu concrétiser leur projet en créant de petites entreprises dans la transformation des déchets. Nous avons lancé un projet intitulé Récup Art, à travers lequel 10 femmes au foyer ont pu avoir des ressources en transformant du carton en œuvre artistique. Préservation de l'environnement, recyclage, énergie renouvelable, des concepts que ces clubs scientifiques et verts ont adoptés et présentés. Notre club vert à Sétif active déjà pour sensibiliser les gens autour de la préservation des 3 zones humides dont dispose notre wilaya. Des zones d'ailleurs classées selon les accords Ramsar comme Spret Bazir Sekra. Des zones qu'il faut absolument protéger. Notre deuxième projet au niveau de notre club vert est de créer des serres intelligents dotés de panneaux solaires. Inculquer aux enfants les bons réflexes et les gestes écologiques est l'objectif de cette rencontre. Reprise des cours ce matin après les vacances d'automne. Le premier cours commémorait le 68e anniversaire de la Révolution du 1er novembre. Le ministre de l'Éducation nationale y a assisté à l'école primaire Mohamed Turki de Bouchaoui. Abdelkrim El Abed a annoncé à l'occasion que plus de 5 millions d'élèves du primaire bénéficieront gratuitement du livre numérique scolaire avant la fin de la semaine. Il a également affirmé que plus de 3 millions d'élèves scolarisés en 3e, 4e et 5e année primaire bénéficieront de mesures d'allègement du poids du cartable approuvées par le président de la République. Enseignement supérieur, inauguration du premier complexe des start-up au centre universitaire de Tipaza. Il abrite des entreprises innovantes activant au niveau de 6 universités du pays. L'objectif, assurer un espace et un climat propice à la créativité et la création de valeur ajoutée. Le projet sera généralisé au reste des universités, nous dit Raouf Hamouch. Nous sommes au niveau du premier complexe de start-up à l'échelle nationale. Un complexe qui fait office d'incubateur pour les entreprises innovantes portant le label de start-up spécialisé dans les domaines techniques, des sciences exactes et de la technologie. L'initiative, le premier pas, mais que l'entrepreneur c'est de continuer à faire des l'idée jusqu'au bout. Donc, dès le suivi, Même les étudiants. À présent, tous les étudiants pourront profiter de cet espace propice à l'innovation, la créativité et la création de la valeur ajoutée. En tant qu'étudiant, c'est un véritable honneur de créer sa start-up à partir de cet espace universitaire. Ce projet est le fruit d'une coopération entre le secteur de l'enseignement supérieur et du ministère des start-up et qui vise à permettre au plus grand nombre possible de jeunes innovants à intégrer davantage le monde des start-up et de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que depuis la création du ministère de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, toutes les procédures administratives pour la création d'une start-up se font exclusivement en ligne. Ces espaces vont accueillir des étudiants récipiendaires du label start-up et de brevets de création pour une durée d'une année renouvelable. Ce projet de regroupement des start-up à l'échelle nationale sera progressivement généralisé au reste des universités algériennes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'université se doit d'être la locomotive du développement local et national. À l'étranger, l'économie marocaine enregistre un taux d'inflation record de 8,3% selon les chiffres officiels. La hausse des prix touche tous les secteurs, notamment les produits alimentaires. Ces indices expliquent en partie la précarité que vit la population, une situation qui n'est pas près de s'améliorer selon les spécialistes. Mariam Damis. L'inflation poursuit sa hausse au Maroc. Au mois de septembre dernier, la hausse générale des prix a atteint 8,3% dans un pays toujours affecté par la hausse des matières premières et de l'énergie particulièrement. Un taux d'inflation qui affiche une courbe ascendante depuis quelques mois déjà, affichant une augmentation de 1% chaque mois. Selon le Haut Commissariat au Plan, cette hausse est une conséquence de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 14,7% et celui des produits non alimentaires de 5%. La plus forte augmentation de prix des produits non alimentaires a été recensée au niveau des transports qui affiche une hausse de près de 13%. En revanche, la hausse des produits alimentaires observée entre juin et juillet 2022 concerne principalement les fruits avec 6,4%, les légumes
3,7%, les poissons et fruits de mer 5,2%. D'après les économistes marocains, la sortie de cette crise sera très difficile en l'absence d'indices de croissance. Le Makhzen fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Les Marocains crient leur détresse et dénoncent le marasme économique et social dans lequel baigne le pays, poussant une majorité écrasante de la population vers une précarité des plus alarmantes. Face à la politique de l'autruche du Makhzen, toutes les villes du pays sont quotidiennement secouées par des mouvements de protestation contre la flambée des prix qui minent le quotidien des Marocains. La semaine dernière, les marches organisées à l'initiative de plusieurs associations ont défrayé la chronique dans une quinzaine de villes à travers le pays. Retour dans le pays, on vous emmène à présent à la Casbah d'Alger, un lieu hautement symbolique puisqu'elle fut un bastion de la résistance durant la révolution algérienne. Son architecture particulière a permis de protéger les révolutionnaires. Lamia Aboudbouda nous emmène sur leurs traces dans ce reportage. La Casbah est un haut lieu d'histoire et de mémoire. Arpenter ses rues et ruelles, Dar et Douiret, c'est prendre connaissance et conscience de son rôle dans la révolution algérienne et la bataille d'Alger. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs foulent son sol pour humer ce vent de liberté. Ça a servi vraiment de fief à la résistance ici, parce qu'il n'y a que la Casbah qui est restée, on va dire, c'est-à-dire le symbole de la résistance face aux Français. Ces maisons ont été de véritables caches et refuges pour les moudjahidines. Ici, à la rue du Diable, Aqbat el-Shaitan est tombé en martyr Abdelrahman Arbaji le 23 février 1957, responsable militaire de la région 1 de la zone autonome d'Alger. C'est comme un amphithéâtre de l'Htia qui est من فوق تقدري تحطي تقدري تطلعي. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'échapper d'une autre terrasse. قال لك انتيريور ديليت ولا رصاصه كيبداو يتيريو عليه صاصه جاتو في رجلو. Donc il n'a pas eu l'élan باش يصوتي. Voilà. Parce que نهار بدات هنايا la bataille d'Alger, la vraie bataille d'Alger, il fallait s'organiser. Alors comment s'organiser? L'un des points les plus essentiels, c'était comment se cacher. Et où se cacher? Il fallait bien. Donc ils ont donné l'ordre à tous les habitants de la Casbah de ne jamais fermer leurs portes. Jamais. Parce que كي توقع هربة ولا صدمة تاع بوليسية ولا كذايا ولا une rafle ولا ratissage, donc المجاهدين ولا الفدائيين الباب اللي يلقاها يحلها يدخل إلي بيان أكيد. كاين شي دويرات بير يخرج مع البير، يخرج مع تاع البير. وراح يصيب هذوك انت يدخلك مع هذاك البير يخرج للدويره اللي مليك وزيد ثانيين لي تيراس سطح لسطح القصبه راهي مربوطه. Toutes les maisons sont ouvertes pour les مجاهدين. Toutes les maisons خلوا باب مفتوحين. أصدم طلع من الساعة وخرج للحومة أخرى. Ce véritable labyrinthe de sentiers regorge de caches et de lieux invraisemblables. هنايا كان يسكن حمران بوعلام دي بوعلام لا فرنسا. هذه الدار هذه elle ne servait pas que ولد فيها سي بوعلام. هاد الدار كانت se servait de cachette. وعلاش se servait de cachette؟ دوك نقول لا فيزيونومي تاع هاد الدار هذه. هاد الدار هذه عندها زوج دخلات. هاد الدار هذه عندها زوج دخلات. هنا منا المخزن وكي تروح تمشي واحد 300 متر باش تلقى الدار لا رونطري برينسيبال. Donc c'était la parfaite cachette. C'était une parfaite cachette. L'authenticité de son architecture, sa position et ses nombreuses issues ont fait de la Casbah un véritable maquis urbain et le quartier emblématique de la révolution algérienne. De la culture et retour sur ce concert hier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh, une fusion entre la musique universelle et le répertoire classique algérien. Durant 2 heures et demie, le spectacle Jazair Zint El Bouldan revisite les plus célèbres chansons du Chabi, de l'Andalou et de la musique du monde. Le compte rendu de Essia Gharib, Majda Jahmoun. Le spectacle
spectacle intitulé Jazair Zinat al-Bouldan, une parfaite fusion entre la musique universelle et le répertoire classique algérien. Le spectacle a associé les 3 ensembles artistiques de l'opéra, à savoir l'orchestre symphonique, l'orchestre andalou et celui de la chorale polyphonique. À l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, nous avons chanté l'indépendance de l'Algérie à travers les chansons aux paroles évocatrices. Il y avait une grande affluence lors de ce spectacle. Nous souhaitons organiser des spectacles musicaux analogues dans d'autres wilayas. Les musiciens ont fait revivre les chansons les plus célèbres du Chabi et de l'Andalou et de la musique universelle. Un cocktail qui a beaucoup plu et touché le public. Que ce soit les anciennes chansons ou les plus récentes, j'ai tout aimé. Le spectacle nous rappelle l'histoire de l'Algérie, c'était émouvant et j'avais la chair de poule. Lors de ce spectacle, l'orchestre symphonique, les musiciens et les chanteurs ont revisité de célèbres pièces puisées dans le riche répertoire universel symphonique et la musique algérienne. Le spectacle était touchant et la cohérence entre nos jeunes artistes lors de la performance était spectaculaire. C'était un beau mélange de musique classique, traditionnelle et moderne qui reflète la richesse de la culture algérienne. La culture reflète les traditions et les coutumes du citoyen. Elle reflète également son histoire. Et c'est la raison pour laquelle ce spectacle a été dédié à la célébration du 68e anniversaire de la Révolution. Dans une ambiance de communion, la soirée a été clôturée avec Alhamdulillah Mabqash Istiamar fi Bladna, chanson emblématique du cardinal Haj Mohamed Al-Anqa, dédiée à l'indépendance de l'Algérie. Du sport pour finir, suite de la 10e journée de Ligue 1 de football avec la victoire du Mouloudia d'Alger par 1-0 contre la JS Kabylie. Le seul but de la partie a été l'œuvre de Taïeb Hamoudi à la 31e minute de jeu. Dans l'autre rencontre à l'affiche, la JS Saoura accueille l'USM Khanchla, un match toujours en cours. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.